Tout a commencé par un appel de groupe, la voix de maman exagérément enjouée, papa hochant doucement la tête en arrière-plan, et Kali rejoignant la conversation à mi-parcours, un des jumeaux dans les bras. Marin, dit maman, on a discuté, et on pense que tu mérites une pause. Tu travailles tout le temps, tu ne prends jamais de temps pour toi. Rien que ça m'a fait marquer un temps d'arrêt. Ma famille ne remarquait jamais ce genre de choses. Elle a poursuivi, alors on t'a réservé une petite escapade. Un complexe balnéaire. 4 nuits. Tout est pris en charge. C'est notre cadeau. J'ai cligné des yeux devant l'écran. Attends, vraiment? Papa m'a adressé un petit sourire. Tu l'as bien mérité, ma grande. J'ai voulu demander pourquoi ce qui avait changé, mais à la place, j'ai hoché la tête, souri, et même dit merci. J'ai raccroché l'appel avec la tête qui tournait. Pour une fois, ils avaient fait quelque chose pour moi. Pas pour Kali. Pas pour les enfants. Pour moi. J'ai pris le reste de l'après-midi. Ouvert des onglets pour des maillots de bain, du baume à lèvres SPF, et ces romans de poche que je n'avais jamais le temps de lire. J'ai même commandé une nouvelle valise cabine, pastel, à coque rigide, que j'imaginais rouler à mes côtés sur le sol brillant d'un aéroport. Pour la première fois depuis des lustres, je ne me sentais plus invisible. Les jours suivants furent remplis de listes et de petits plaisirs coupables. J'ai posé des congés. Imprimé l'itinéraire que maman m'avait envoyé, avec les numéros de réservation. Renouvelé mon passeport. J'ai même acheté une paire de lunettes de soleil trop chères, surtout vu ma propension à perdre les choses. Je me suis surprise à sourire dans le miroir en faisant ma valise. Est-ce que c'est ça, me suis-je demandé, qu'on se sente enfin considéré? La veille du vol, maman m'a envoyé un message, préviens-nous quand tu atterris. Trop heureuse pour toi, ma chérie cœur scintillant. Je suis restée longtemps à fixer ce petit emoji en forme de cœur. Le matin du départ, j'ai appelé un taxi, enfilé mon sweat préféré pour voyager. J'ai patienté dans la file d'attente au comptoir d'enregistrement, fredonnant doucement, mon passeport et mon itinéraire imprimé serré entre les mains. Je les ai tendus à l'agente avec une certaine fierté que je n'avais pas ressentie depuis ma remise de diplôme. Elle a scanné les documents. Son sourire s'est estompé. Je suis désolée, dit-elle doucement. Cette réservation n'est pas à votre nom. J'ai froncé les sourcils. Quoi? Ce n'est pas possible. Mais si. Alors que je m'écartais pour tout revérifier, j'ai aperçu Kali, tirant 2 enfants aux yeux écarquillés, se dirigeant vers la porte d'embarquement. Mon sac de plage sur son épaule. Elle a fait un signe de la main. Sourit comme si de rien n'était. Derrière elle, maman a lancé, on a juste pensé qu'elle en avait plus besoin, ma chérie. De toute façon, tu travailles tout le temps. Je n'ai rien répondu. Je n'ai pas pleuré. Je me suis retournée et j'ai quitté les lieux, les roues de ma valise raclant le sol carrelé, mon itinéraire imprimé froissé dans la main. Je suis restée figée sur le sol brillant, le poids froid de la poignée de ma valise m'ancrant, tandis que l'air bourdonnait de bruit que je n'arrivais pas à comprendre. L'agente de la compagnie avait déjà accueilli le client suivant, me laissant là, clignant des yeux devant l'écran d'enregistrement vide, mon nom nulle part. Je me suis retournée, scrutant le terminal. Sans trop savoir ce que j'espérais trouver. Une erreur. Un malentendu. Quelque chose qui expliquerait tout. Et c'est là que je les ai vus. Les cheveux de Kali étaient tirés en une queue de cheval en bataille, des lunettes de soleil perchées haut sur sa tête, comme une influenceuse de banlieue. Ses enfants l'entouraient, l'un avec un dinosaure en peluche, l'autre déjà en train de lécher une glace qui fondait. Mon sac de plage, celui pour lequel j'avais craqué, pendait à son bras comme s'il avait toujours été à elle. Elle ne m'a pas vu tout de suite. Trop occupée à prendre un selfie, les lèvres joliment pincées. Puis elle a croisé mon regard. Son sourire n'a pas vacillé. Elle a même agité la main. Derrière elle, j'ai aperçu maman et papa près de la porte d'embarquement. Maman applaudissait comme une hôtesse de croisière. Papa ajustait sa ceinture en regardant quelque chose sur son téléphone. Je me suis avancée, chaque pas lourd, volontaire. Qu'est-ce qui se passe? Kali s'est tournée, toujours souriante. Oh, salut. Je pensais que tu serais là plus tôt. La porte va bientôt fermer. J'ai regardé ma mère. Tu m'avais dit que ce voyage était pour moi. Elle a hésité une demi-seconde, puis a pris ce ton horrible, doux mais désapprobateur. Oh, Marin, ne sois pas fâché, d'accord? On s'est juste dit que Kali avait vraiment besoin d'une pause. Tu travailles tout le temps, et les enfants n'ont jamais vu la mer. C'était plus logique comme ça.
plus logique. Comme si j'étais une ligne sur un tableau Excel, facile à déplacer. Kali a ajouté, tu sais, je te le rendrais si je pouvais, mais les enfants sont tellement excités. Peut-être la prochaine fois? Je n'ai pas répondu. Je ne me faisais pas confiance pour parler. Une sonnerie a retenti au-dessus de nos têtes, dernier appel à l'embarquement. Kali a levé son téléphone, pris une nouvelle photo, et j'ai aperçu sa légende juste avant qu'elle publie. Plage en vue. Merci la famille de cœur. J'ai reculé, ouvert mon propre téléphone, suis allé sur le groupe familial, j'ai pris une grande inspiration, puis j'ai discrètement appuyé sur « Quitter la conversation ». Et juste comme ça, j'étais partie. Pas de cris. Pas de scène. Juste le silence. J'ai quitté le terminal, l'air froid me tranchant dès que les portes automatiques se sont ouvertes. Dehors, les taxis ronronnaient. Les vacances n'étaient pas pour moi. Le billet n'était pas pour moi. Mais la colère qui bouillonnait dans ma poitrine, ça, c'était entièrement à moi. L'appartement semblait creux quand je suis rentrée. Pas vide, tout était à sa place, mais l'air avait changé. Je n'ai même pas pris la peine d'allumer les lumières. Je me suis déplacée par instinct, directement vers la table de la cuisine où mon ordinateur portable m'attendait, comme s'il savait déjà que quelque chose allait arriver. Je l'ai ouvert et j'ai commencé par consulter mon compte bancaire. Faire défiler les relevés, c'était comme retirer ma propre peau, ligne après ligne de virements, d'achats, de petits sauvetages silencieux. 80$ pour les courses quand maman avait oublié son code. 250$ pour le sèche-linge en panne de Kali. 400$ pour le fonds de vacances familiales. Oui, c'est vacances. J'ai ouvert un nouveau document vierge et j'ai commencé à tout comptabiliser. Pas dans un accès de rage, mais avec la précision de quelqu'un qui collecte des preuves. C'était pire que ce que je pensais. Au cours des 3 dernières années, j'avais donné plus de 16 000$ à ma famille, déguisée en aide, en amour, en présence. Jamais une seule fois ils n'avaient proposé de me rembourser. Jamais une seule fois ils ne m'avaient demandé comment je faisais pour m'en sortir. Ils avaient juste supposé que je serais là pour les rattraper lorsqu'ils tomberaient. Et je l'avais été. Jusqu'à aujourd'hui. J'ai ouvert ma messagerie, à la recherche du fil de confirmation envoyé par l'agence de voyage. C'est là que je l'ai vu, le message transféré, enfoui dans ma boîte de réception, probablement envoyé par erreur. Objet. Changement de passager pour les vacances, merci de confirmer. Et tout était là. La trahison entière, énoncée ligne après ligne. Nous avons décidé de mettre Kali et les enfants à la place de Marin. Elle ne dira rien honnêtement, elle travaille tout le temps. Ce sera moins compliqué comme ça. Dites-lui que c'est un cadeau. Elle le croira. Je suis restée figée devant ces mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous, non pas à cause des larmes. Celle-là s'était déjà tarie à l'aéroport. Mais parce que mon corps ne parvenait pas à comprendre à quel point ils m'avaient effacée avec désinvolture. À quel point ils étaient certains de mon silence. Ils ne m'avaient pas juste pris une place dans un avion. Ils m'avaient rayé, avec le sourire. J'ai fermé le courriel. Puis j'ai ouvert un nouvel onglet. J'ai créé un tout nouveau compte bancaire, séparé de tous les comptes communs auxquels je m'étais naïvement attachée. J'ai transféré chaque dollar du fonds d'urgence familial, celui qu'ils avaient depuis longtemps oublié que j'avais mis en place. J'ai déplacé toutes mes économies. Chaque centime. Puis je me suis connectée à mon portail professionnel et j'ai modifié les informations de dépôt direct. J'ai retiré mes parents de la liste des contacts d'urgence. J'ai fait une demande pour passer en mode télétravail permanent, évoquant un déménagement pour raisons personnelles. Ensuite, je suis allée sur le site de la Poste et j'ai rempli un avis de changement d'adresse. Je n'avais même pas encore de nouvelle adresse. Mais j'en trouverai une. Je devais juste commencer à bouger vers l'extérieur. Vers ailleurs. J'ai regardé autour de mon appartement. Petit. Calme. Faiblement éclairé. Et pour la première fois, il ne m'a plus semblé être une prison. Ce n'était pas une crise. C'était une migration. Aucun message ne serait envoyé. Aucune confrontation dramatique n'aurait lieu. Il n'y avait plus rien à expliquer à des gens qui avaient déjà décidé que je ne comptais pas. Ils m'avaient remplacé pour des vacances. Alors je les remplaçais dans ma vie. Pas avec cruauté. Pas avec amertume. Mais avec de la distance. Avec de l'absence. Avec la vérité. Je n'ai dit à personne que je partais. Il n'y a eu aucune scène, aucune confrontation, aucun dernier appel théâtral. Rien que des décisions silencieuses, les unes après les autres,
prise avec un calme que je n'avais pas ressenti depuis des années. J'ai emballé ma vie dans 3 valises et quelques cartons. J'ai laissé derrière moi la vaisselle qu'il m'avait offerte. Le canapé râpeux que je n'avais jamais aimé. Le calendrier mural avec les anniversaires familiaux entourés en rouge. Rien de tout cela n'est venu avec moi. Je ne voulais pas de rappel. Je voulais de l'air. La ville où j'ai emménagé ne signifiait rien de particulier sur une carte. Mais pour moi, elle représentait la liberté. Je l'avais choisie pour son anonymat, un endroit où personne ne penserait à me chercher. Un lieu sans passé. Une ville de taille moyenne, avec des trottoirs fissurés, un marché fermier tous les samedis, et un silence assez large pour accueillir la guérison. L'appartement se trouvait au 3e étage d'un vieil immeuble en pierre brune, avec des escaliers en bois grinçant et des fenêtres qui s'embuaient facilement le matin. La moquette était usée. La plomberie gémissait. Mais la lumière du soleil traversait le sol exactement 8 heures par jour, et la chambre sentait légèrement le cèdre. C'était imparfait. C'était à moi. La première chose que j'ai achetée fut une table basse. Ça semblait anodin, mais c'était important. Dans mon ancienne vie, tout ce que je possédais avait été filtré à travers les besoins des autres. Cette table ronde, en bois de cerisier foncé, avec des pieds finement sculptés, je l'avais choisie pour moi seule. Elle était chère. Je m'en fichais. Je voulais quelque chose de beau, qui n'exigeait pas d'être utile. Puis vinrent les plantes. Basilic. Romarin. Thym. Et une petite menthe têtue qui s'affaissait théâtralement si j'oubliais un seul arrosage. Je les ai alignées sur le rebord de la fenêtre, leurs feuilles vertes tendues vers le soleil. J'ai appris à en prendre soin, sans ressentiment. Et puis il y a eu Figue. C'était la dernière chatonne du refuge, pelage gris, une oreille déchirée, et des yeux qui observaient tout sans jamais cligner. On m'avait dit qu'elle était difficile. Cela ne me dérangeait pas. Elle m'a suivi dans une boîte en carton, et depuis, elle ne m'a plus jamais quitté du regard. Mon travail n'a pas changé, à distance, centré sur le code, orienté vers les résultats. Je me connectais. Je faisais le boulot. Je me déconnectais. Pas d'évaluation de performance. Pas de réunion d'équipe. Pas de carte d'anniversaire signée par des gens qui ne me connaissaient pas. Chaque journée est devenue un rythme tranquille. Les matins avec une tisane, figue roulée en boule sur le canapé. Les après-midi avec des emails, un clavier, et parfois une promenade jusqu'au minuscule café du coin. Les soirées avec des dîners lents, des livres, et le craquement du vieux parquet sous mes pieds fatigués. Pas de culpabilité. Pas de supplication. Pas d'urgence déguisée en amour. Ils ne savaient pas où j'étais. Je m'en étais assurée. J'avais changé de numéro, quitté la discussion de groupe, supprimé le calendrier partagé. Aucune trace numérique, juste une absence. Mais cette absence n'était pas vide. Elle était délibérée. Elle m'appartenait. Je n'ai pas crié mes limites. Je n'en ai pas eu besoin. Je les ai dessinées avec le silence, avec la distance, avec la vie que j'ai construite lentement, tendrement, un petit choix à la fois. Et dans chaque recoin de cet appartement paisible, je me souvenais. Je ne me suis pas évaporée. Je suis enfin arrivée. L'effondrement n'est pas venu comme une explosion. Il est venu comme la moisissure, lentement, doucement, rongeant les fondations longtemps après qu'ils aient cessé de faire attention. Au début, ce furent de petites choses. Des désagréments. Puis ce fut inévitable. Kali a été la première à remarquer. C'était la fin août. L'école reprenait, et elle avait une liste, argent pour la cantine, uniforme, basket neuve, frais d'activité. Chaque année, elle l'envoyait à maman avec un message à moitié moqueur. Je transfère ça à la boîte mail de Marin et l'argent apparaissait. Pas de questions. Pas de merci. Mais cette année, rien. Elle a attendu 3 jours. Toujours rien. Elle a envoyé un message à Marin, sur un ton décontracté. Et ma belle, tu pourrais nous filer un coup de main pour les fournitures des jumeaux? Juste jusqu'à ce que le salaire tombe. Le message est resté non lu. Puis marqué comme délivré, mais jamais ouvert. 2 jours plus tard, son statut est passé à bloqué. La réaction de Kali ne fut pas l'inquiétude. Mais la stupéfaction. Presque de l'indignation. Elle m'ignore sérieusement? Comme si le silence de Marin était plus insultant que toutes ces années où elle avait discrètement financé la vie de sa sœur. Kali a publié sur Instagram, écran noir, texte blanc. C'est toujours celle qui prêche les limites qui oublie qui les a soutenues quand elles tombaient. Subtile, mais pas vraiment.
Diane a vu la story. Elle a aussi vu le budget course se resserrer, les rendez-vous au salon disparaître, les brunchs qu'elle ne pouvait plus payer. Tous ces petits plaisirs offerts par Marin, une gratitude silencieuse pour avoir élevé 2 filles. Maintenant, ces plaisirs avaient disparu. Tout comme les virements mensuels pour ses prescriptions, les cartes cadeaux pour son prof de pilates, le coussin de confort qui lui permettait de se sentir généreuse sans vraiment l'être. Ses amis ont remarqué aussi. « Comment va Marin ?» demandait-elle à l'église, au club de lecture, dans la file de la poste. « Je ne l'ai pas vue depuis un moment. »« Elle a déménagé ?»« Elle est juste occupée », mentait Diane. Puis elle rentrait chez elle et fixait son téléphone comme s'il l'avait trahi. Martin, fidèle à lui-même, ne disait rien. Mais ses habitudes changèrent. Il ne parlait plus de son bateau. Annula le week-end de pêche. Quand le toit commença à fuir au-dessus du porche arrière, il le répara lui-même maladroitement, en silence, parce que le réparateur qu'ils utilisaient ne se payait qu'à l'avance. C'était toujours Marin qui s'en chargeait. Et maintenant, il n'y avait plus de Marin pour gérer quoi que ce soit. Un soir, Diane osa lui demander doucement. « Tu crois qu'elle va revenir ?» Martin fit une pause, regarda sa tasse. « Non, répondit-il. Ils ont essayé, bien sûr. » Cali envoya d'autres textos, puis des emails, puis des messages vocaux pleins de fausses inquiétudes. Martin tenta une fois un message court. « Je voulais juste savoir si tu allais bien. » Pas de réponse. Diane alla plus loin. Elle acheta du papier à lettres roses, celui que Marin aimait adolescente, et écrivit une lettre dans son écriture soignée. « Tu nous manques. Les choses sont plus dures sans toi. Reviens, s'il te plaît. » Elle avait inclus une vieille photo, Marin à 10 ans, tenant la main de Cali sur la plage, toutes deux rouges de soleil et souriantes. Elle l'avait envoyée par la poste. Elle était arrivée. Marin avait reconnu l'écriture, s'était assise un moment avec l'enveloppe, puis l'avait glissée silencieusement dans un tiroir sans l'ouvrir. Elle n'avait pas besoin de la lire. Elle connaissait déjà la fin de l'histoire. Cet hiver-là, Diane posta une photo de Noël, trop de chaises, pas assez de sourires. La légende disait. La famille, c'est pour toujours. À moins qu'ils oublient qui les a soutenus en premier. Elle récolta 5 mentions j'aime. Un cœur de Cali. Un commentaire d'un cousin, j'espère que tout le monde va bien. Toujours pas de Marin. Et sous tout ce silence, ils comprirent enfin ce qui s'était passé. Ils n'avaient pas simplement perdu une fille. Ils avaient perdu la femme qui colmatait leurs fissures, portait leur poids, et ne disait rien. Et maintenant qu'elle était partie, la maison n'était pas brisée, elle s'effondrait. Tout avait commencé comme un murmure. Une question discrète qui effleura Marin alors qu'elle remuait son thé un matin, fit ronronnant doucement à ses pieds. Que se passe-t-il quand on cesse de donner? Pas par rancune. Pas par colère. Juste, on arrête. Elle ouvrit son ordinateur portable, créa un blog. Pas de nom. Pas de photo. Pas de biographie. Juste un titre. Que se passe-t-il quand on cesse de donner? Elle ne comptait écrire qu'un seul billet. Mais les mots se déversèrent nets et précis. Elle parla de l'aéroport, du moment où elle avait vu son sac de plage au bras de sa sœur. Des années passées à sauver tout le monde sans merci, sans reconnaissance. Elle écrivit ce que cela faisait de disparaître, non pas par rébellion, mais par nécessité. Ce n'était pas dramatique. Pas vengeur. C'était la vérité. Elle appuya sur « Publier », referma l'écran et retourna arroser ses plantes. Le lendemain matin, le billet comptait plus de 2000 vues. À la fin de la semaine, il était devenu viral. Sa boîte mail s'emplissait de messages d'inconnus qui lui ressemblaient. Certains avaient coupé les ponts avec des familles toxiques. D'autres étaient encore prisonniers, encore trop effrayés pour parler. Mais tous les messages disaient la même chose, sous différentes formes. Je pensais être seule. Tu as dit tout ce que je n'arrivais pas à dire. Tu m'as fait me sentir vue. J'ai envoyé ce texte à mon thérapeute. Marin les lisait lentement. Elle ne cherchait pas la validation. Elle cherchait la connexion. Elle avait besoin de savoir que le silence ne signifiait pas l'isolement, qu'un retrait pouvait être un acte de solidarité, pas de honte. Alors elle continua à écrire. Elle parla de la culpabilité comme d'une laisse. Du mythe du pilier familial. De l'idée que les limites ne sont pas des murs, mais des sorties. Des sorties nettes. Silencieuses. Elle intitula ses billets simplement. Le prix à payer pour être fiable. Comment j'ai payé leur tranquillité. Non est une phrase complète.
Ces mots devinrent un rituel. Une sorte d'exorcisme privé. Chaque phrase détachait un peu plus ce qu'elle avait porté. Un après-midi, elle réserva un voyage sur la côte. Rien de luxueux, juste quelques nuits au bord de la mer. Elle emporta un carnet, son appareil photo, et rien qui la reliait à qui que ce soit. Elle n'en parla pas. N'envoya pas de nouvelles. Elle n'avait pas besoin que le monde voie sa paix pour qu'elle soit réelle. La ville était petite et tranquille. Exactement son genre. Air salé. Une seule librairie d'occasion. Un café qui avait le goût de la patience. Le 3e jour, elle passa devant une boutique de plage. Dans la vitrine, un t-shirt flottait doucement dans le vent, coton blanc, lettrage simple. Cette fois, c'est juste moi. Elle resta là un long moment. Puis elle sourit, se détourna, et continua sa marche. De retour dans sa location, elle ouvrit son ordinateur, écrivit une nouvelle entrée. Elle la titra. Je ne suis plus en colère, mais je ne reviendrai pas. Elle appuya sur « Publier », alluma une bougie sur le rebord de la fenêtre et observa l'océan respirer. Aucun appel. Aucune culpabilité. Aucune excuse. Juste de l'espace. Et pour la première fois de sa vie, elle n'avait pas besoin de mériter le silence. Il était à elle. L'enveloppe arriva un jeudi, coincée entre une facture d'électricité et une pub pour des chaises de jardin en promo. Rose pâle, légèrement tachée, l'adresse écrite dans la boucle familière de l'écriture de sa mère. Pas d'expéditeur. Marin sut ce que c'était dès qu'elle la vit. Elle ne l'ouvrit pas tout de suite. Elle la posa simplement sur le comptoir de la cuisine comme un objet étranger, une relique d'une vie passée. Elle la laissa là pendant qu'elle poursuivait sa soirée. Elle plia des serviettes. Arrosa ses herbes. Nourrit Fig. L'appartement sentait le romarin et le savon au citron, calme, propre. Elle avait construit cette paix à partir de rien. Et cette lettre? Elle n'y appartenait pas. Plus tard, quand le ciel devint indigo et que le vent caressa les vitres avec juste ce qu'il fallait de douceur, elle s'assit avec un couteau et l'ouvrit. Ses mains étaient stables. Pas de peur. Juste de la curiosité. Le mot à l'intérieur était court, quelques lignes à peine. Tu nous manques. C'est vraiment difficile sans toi. S'il te plaît, rentre à la maison. Avec amour, maman. Aucune excuse. Aucun aveu. Juste une demande enveloppée de douceur, comme toujours. Une exigence tendre déguisée en affection. Elle fixa les mots. Puis replia la lettre, chaque pli net et délibéré. La remit dans l'enveloppe et la glissa dans le tiroir sous les torchons. Certains messages ne méritent pas de réponse. Certaines blessures n'ont pas besoin d'être rouvertes. Elle prépara le dîner, lentilles épicées, pain croustillant, un verre de merlot d'un vignoble local. Fig s'était roulé dans un coin, sa queue battant paresseusement au rythme des gestes calmes et lents de Marin. Quand le repas fut terminé, elle alluma une bougie sur le rebord de la fenêtre eucalyptus et clous de girofle. La flamme dansait dans le reflet de la vitre, petite, vive, bien vivante. Marin s'assit à sa table en bois de cerisier. Celle qu'elle avait choisie, payée, et montée seule. Elle regarda autour d'elle les étagères qu'elle avait construites. Les murs qu'elle avait peints. Les tableaux qu'elle avait encadrés parce qu'ils la faisaient sourire. Rien d'hérité. Rien de donné. Tout était à elle. Elle inspira profondément et murmura dans le silence. Ils n'ont pas perdu une fille. Ils ont perdu la femme qui tenait tout debout. Ce n'était pas amer. Juste vrai. Elle repensa à toutes ces années passées à être la colle, la réparatrice, le plan de secours. À payer en silence. À être là sans remerciement. À se rapetisser pour faire de la place au chaos des autres. Et à ce qui s'était passé quand elle avait enfin reculé, tout s'était effondré. Il ne regrettait pas elle. Il regrettait ce qu'elle faisait. Les rôles qu'elle jouait. Le silence qu'elle avalait. Elle ouvrit son journal et écrivit. Je n'étais pas l'égoïste. J'étais la ligne d'approvisionnement. Et j'ai cessé de me verser dans leur gouffre. Elle le souligna 2 fois. La bougie brûlait paisiblement à côté d'elle. La pièce était chaude, pleine seulement de respiration, de silence, et du ronronnement doux sous la table. Le téléphone resta muet. Et pour la première fois de sa vie, ce silence ne faisait pas mal. Il soignait.